déplacement pour assister à notre, tout d'abord pour participer à notre forum annuel de notre association Actuge, qui est une rencontre habituelle qui maintenant est une tradition que nous entretenons depuis maintenant une vingtaine d'années, au cours de laquelle nous organisons des tables rondes où nous débattons sur des sujets d'actualité et d'avenir, et en particulier notre conférence, notre table ronde d'aujourd'hui sur l'économie solidaire. Pour cela, nous avons d'éminents experts et personnalités qui vont nous parler de cette orientation économique qui est très importante aujourd'hui en termes, puisque c'est une orientation d'actualité après ce que vit la Tunisie aujourd'hui après sa révolution, puisque l'intervention de l'État ne peut couvrir l'ensemble des besoins ni l'ensemble des territoires, comme on le sait aujourd'hui. Et la participation de la société civile est donc essentielle pour relier l'État et jouer l'interface sur des projets bien déterminés dans les régions données ou dans des secteurs spécifiques. Et pour cela, la société civile peut jouer un rôle primordial en indépendance totale par rapport à l'État en tant que promoteur des projets, qui ne correspondent pas nécessairement à des critères budgétaires ou économiques classiques que nous connaissons avec l'économie libérale, normalement pris en considération dans les schémas de financement de l'État. Ces projets ont la spécificité d'accorder moins d'importance aux critères de rentabilité et de retour sur l'investissement et mettent plus en avant les valeurs de solidarité et d'entraide. Donc, au cours de cet atelier, nous avons donc une première intervention de la part de M. Roger Gaudiard, qui est le directeur de l'AFD à Tunis, pour nous présenter qu'est-ce que c'est cette économie solidaire ou économie sociale de façon plus globale, et nous présenter les questions qu'elle soulève aujourd'hui dans le contexte particulier de la Tunisie d'aujourd'hui. Donc, M. Roger Gaudiard, pour vous le présenter, il est très connu, bien sûr, ceux qui opèrent en Tunisie depuis longtemps. Donc, c'est un agroéconomiste de formation, a consacré l'ensemble de sa vie professionnelle, qui a commencé en 1975 au service des pays en développement. Il a pratiqué pendant une dizaine d'années le terrain des projets agricoles en Afrique de l'Ouest, où il a notamment assuré de 1980 à 1985 la fonction de directeur général adjoint d'une société de développement régional au Sénégal. Il a rejoint par la suite la Caisse centrale de coopération économique, qui est devenue aujourd'hui l'Agence française de développement, au sein de laquelle, donc, après avoir servi comme directeur adjoint puis directeur d'agence au Mali, en République centrafricaine, de 1985 à 1994, il a fait un retour sur le terrain en 2008 en prenant la direction de l'agence de Tunis, qui représente dans le pays, c'est-à-dire en Tunisie, l'AFD, sa filiale du secteur privé Proparco et le fonds environnemental FFEM. Entre-temps, il avait rejoint pendant une dizaine d'années le siège de l'AFD à Paris, où il a occupé des fonctions de directeur de département, des politiques et des études, de directeur adjoint de la direction exécutive de la stratégie, puis directeur de département Asie, où il a piloté de 2004 à 2008 l'élargissement du champ de compétences de l'AFD aux pays émergents. Donc il a été durant 8 ans administrateur aussi du Fonds français pour l'environnement mondial, FFEM. Donc ça, c'est la première intervention. Ensuite, on passera à une deuxième intervention de la part de M. Michael Cracknell, qui est présent sur ma gauche, qui est le cofondateur et secrétaire général de la société de microfinance en Tunisie, ENDA, qui est une organisation de microfinance, qui opère en Tunisie depuis, qui développe le microcrédit en Tunisie depuis 1995. Donc, M. Michael Cracknell, donc, il est diplômé des sciences politiques et comme je disais, donc, il a travaillé beaucoup au sein des organisations internationales, en particulier qui sont adossées aux Nations Unies. Et depuis 1990, il a créé l'association ENDA, ou l'organisation ENDA, avec Madame Asma Ben Hamida.
donc il pourrait nous développer davantage par la suite son expérience professionnelle. Monsieur Cracknell nous parlera sur la microfinance comme un exemple d'application de l'économie solidaire. Mais il y a aussi un autre exemple assez important dans le développement de l'économie solidaire, à savoir le rôle des entreprises. Et ici présent, c'est Mehdi Abdallah, qui est le vice-président de Bleach Gaz Tunisie, pour nous parler de l'expérience de Bleach Gaz en matière de crédit, d'économie sociale et solidaire. Pour le présenter rapidement, donc M. Mehdi Ben Abdallah est actuellement vice-président chargé de la politique, des affaires publiques et des opérations commerciales à Bleach Gaz, Tunisie. Et il était auparavant directeur central des relations internationales à l'UTICA, qui est l'Union du patronat tunisien, ici en Tunisie bien sûr, après avoir été en charge des relations avec les Amériques dans la dans la même organisation qui est l'UTICA. Dans son rôle actuel au sein de Bleach Gaz, Tunisie, M. Ben Abdallah est également membre du comité directeur et membre de la commission des contrats et des appels d'offres et président de la commission sur la responsabilité d'entreprise. Il est en outre premier président de la Chambre de commerce tuniso-britannique. M. Ben Abdallah a passé 4 ans aux États-Unis comme consultant et chercheur adjoint. Il détient un master en diplomatie commerciale et un master en administration des affaires de l'Institut d'études internationales de Monterey, en Californie. Et il détient également aussi une maîtrise en comptabilité et finances à l'IHEC Tunis. M. Ben Abdallah a vécu en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, donc il connaît parfaitement, je dirais, les économies internationales. Nous avons prévu un autre panéliste avec nous, c'est Mohamed Kouni du PNUD. Malheureusement, certainement, donc, il a eu un empêchement de dernière minute, donc il n'a pas pu être présent avec nous. Donc après avoir présenté ces deux expériences, l'expérience de la microfinance et d'une entreprise en matière d'économie solidaire, ici présent sur ma droite, M. Ammar Aktouf nous parlera de ce modèle d'économie solidaire à l'échelle d'un pays, en tant que modèle réellement qui peut avoir un sens à développer comme un autre modèle alternatif au modèle que nous connaissons. M. Ammar Aktouf, il est professeur titulaire à HEC Montréal, membre fondateur donc, au Canada, membre fondateur du groupe Humanisme et Gestion et membre permanent du comité scientifique de l'International Humanism, de l'International Standing Conference on Organizational Symbolism. Il est conférencier et consultant senior international et il est titulaire d'un PhD en management. Il est auteur de plusieurs publications et articles publiés dans des revues aussi prestigieuses que Academy of Management Review. Il est auteur de plus de 100 articles et de plusieurs livres best-sellers, dont en particulier Le management entre tradition et renouvellement, qui en est à sa 4e édition, déjà en 2006, et La stratégie de l'Autriche, post-mondialisation, management et rationalité économique, publié en 2002 et primé meilleur livre d'affaires en 2003, ainsi que son tout dernier, déjà salué par plusieurs médias, dont en Amérique latine, intitulé Alto Gashi, en finir avec l'économie management à l'américaine. Ces travaux ont été récompensés à plusieurs reprises. Je pense que j'étais un peu long, mais bon, c'était une introduction du sujet et une présentation quand même qui s'impose de nos panélistes. Donc, je ne vais pas tarder plus longtemps et je donne la parole à M. Roger Gaudiard, sachant que chaque intervention de nos panélistes durera presque une dizaine de minutes. Bon, puisque M. Gaudiard nous a eu l'amabilité de nous préparer un document dédié sur le sujet, et nous avons eu un problème technique tout à l'heure pour pouvoir l'ouvrir, mais maintenant on trouve une solution. On va donner un peu de temps à M. Gaudiard de mettre en œuvre cette solution. Et donc je vais passer directement la parole à M. Michael Cracknell pour nous parler de la microcrédit en tant qu'une application ou concrétisation du modèle d'économie solidaire.
chrono, c'est ça? Bon, alors, avant de parler de l'expérience de Enda, je voudrais tenir quelques propos provocants. Parce que j'ai remarqué que lorsque on parle depuis bien longtemps de la pauvreté et des problèmes sociaux, on se tait sur les raisons pour lesquelles ces problèmes-là n'ont fait que grandir depuis une trentaine d'années. Ce problème-là a été créé par un professeur à Chicago, M. Milton Friedman, d'accord? C'est venu à se faire appeler le néolibéralisme. Le néolibéralisme veut que, enfin, nous explique que l'État est totalement inefficace, que le secteur privé est parfaitement efficace, qu'il faut donc réduire le rôle de l'État, réduire les impôts, surtout pour les riches, privatiser tout, et le monde sera un monde meilleur. Or, premièrement, M. Friedman n'a pas trouvé beaucoup de preneurs pour ses idées, jusqu'à ce que le boucher du Chili, M. Pinochet, a appliqué ses politiques. Et ensuite, ça a été repris par Thatcher et Reagan, et maintenant par le monde entier. Et le néolibéralisme est inscrit dans la pierre du traité européen. Et je me permets de vous rappeler que le traité européen devait être approuvé par tous les États européens, de l'Union européenne. Et la France et les Pays-Bas ont décidé de faire un référendum. Et les méchants Français et Hollandais ont mal voté. Ils ont dit non. Alors, comme l'Union européenne est une entité parfaitement démocratique, ils ont décidé qu'on va oublier les référendums parce que le peuple n'a rien compris. Et donc, ils ont adopté le traité par le Parlement qui était dominé par les gouvernements en place. D'accord? Alors, personnellement, je trouve que c'est une façon un peu bizarre d'être démocratique, mais bon, c'est comme ça. Alors, le néolibéralisme n'a pas tenu ses promesses. D'accord? Il a énormément enrichi les riches, ceux qui étaient déjà riches, et il a eu bien sûr pour conséquence d'améliorer les données statistiques, les budgets s'équilibrent, la balance des paiements s'améliore, l'inflation réduit, mais le prix de tout ça, d'accord, et qui est également obtenu par les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, le prix de tout ça, c'est une augmentation de la pauvreté, un déclin dramatique des services de santé, d'éducation et ainsi de suite. Et franchement, moi, de mon point de vue qui est apolitique, mais si il y avait une gauche et une droite, je serais carrément... Le gauche et droite, ça ne veut plus rien dire, parce que les politiques néolibérales ont été mises en place aussi bien par les gouvernements de gauche que de droite. Roger, je ne te prends pas sur mes genoux, donc il faut que tu prennes notre fauteuil. Bien. Alors, et donc, il faut faire quelque chose, il faut remettre en cause ces politiques-là, que les tenants de la liberté des marchés, de la liberté des marchés financiers qui ont causé une crise mondiale qui a eu pour conséquence de renforcer les institutions financières, de maintenir leurs bonus, etc. Quelque part là-dedans, on peut trouver les raisons pour lesquelles la faim dans le monde s'aggrave, la pauvreté s'aggrave, etc. Et tant que nous n'aurons pas un nouveau système valable et beaucoup plus juste en place, notre travail d'entrepreneurs sociaux va être un travail décisif. Si vous ne savez pas qui c'est, regardez votre Google et vous trouverez la réponse. Bon, alors, j'arrive donc après cette... Ah oui, tiens, juste une chose que j'aimerais dire. Dernièrement, on voit dans les articles sur l'entrepreneuriat social que des dizaines de millions de dollars sont investis dans l'entrepreneuriat social. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, on oublie de dire que l'industrie pétrolière, et de gaz peut-être aussi, et les banques reçoivent des centaines de milliards de dollars, d'accord? Les gens même qui polluent l'environnement, sauf Fidji bien sûr, et qui ont causé cette énorme crise mondiale économique, d'accord, reçoivent des centaines de milliards de dollars de subventions. Alors que nous, pauvres petits entrepreneurs sociaux, on reçoit des dizaines de millions. Quelque chose ne va pas tout de même, allons, manifestons, reconnaissons qu'il y a un problème. Alors, j'arrive après ces propos
provocateur peut-être, à parler de Inde interarabe. Alors je ne sais pas si je vais répondre à... répondre à ce que Monty veut. Ça c'est 2 minutes, hein. Donc j'en ai encore 8. Bon, ma montre indique 2 minutes. Bien, 2 minutes courues. Donc, rapidement, donc, Enda a ouvert en 90 en Tunisie. On a commencé le microcrédit. Comment? Absolument. Tu enlèves une demi-minute aux autres. Alors, donc on a introduit le microcrédit en 95. On s'est rendu compte en 2000 que la demande de microcrédit ne nous permettait pas de continuer de faire de la formation professionnelle des jeunes, on va peut-être revenir à ça plus tard, de la santé des femmes, etc. Et donc on a décidé en 2001 de se spécialiser. Et là, c'est parti comme Concorde, même si Concorde ne vole plus, on est parti, vous allez voir rapidement. Alors, on a eu une évolution de notre statut qui est que nous avons jusque-là travaillé hors la loi en quelque sorte, parce que la loi sur le microcrédit ne prévoyait pas le cas de... En fait, elle était faite pour les associations tunisiennes. Et donc, on a été intégré dans cette loi et on a eu un statut de résident qui nous a donné accès à des prêts bancaires, donc un refinancement par les banques tunisiennes. Et l'an dernier, on a fêté notre 20e anniversaire. Alors, j'attire votre attention juste sur les 2 colonnes de droite. Donc, en 2010, on avait un encours de crédit de 79 millions de dinars. Ça veut dire l'argent entre les mains des plus ou moins 160 000 micro-entrepreneurs tunisiens qui avaient un prêt avec Enda. On avait déboursé au cours de l'année presque 140 millions de dinars comme prêt. Le prêt moyen était en dessous de 700 dinars, c'est du microcrédit. Notre portefeuille à risque qui est l'indicateur de la santé financière d'une institution de microfinance, d'accord, était de 0,33%. Moi je ne sais pas comment on a fait, mais c'est documenté, n'est-ce pas? Et donc c'est très très faible. Beaucoup d'institutions de microfinance dans le monde pensent que 5% n'est pas mal. Nous, on pense que presque 6% actuellement dans le contexte difficile de la Tunisie actuellement est un désastre pour nous. Mais on tient la route. Nous employons plus de 900 personnes et parmi ces 900 personnes, bien sûr, la plupart sont des agents de crédit qui vont sur le terrain. Alors, on a continué de croître en 2011, malgré les difficultés. Je reviens tout à fait en haut. Et donc, cumulé depuis le début, depuis 1995, on a donné presque 300 000 prêts. Pardon, on a donné presque 900 000 prêts à 300 000 micro-entrepreneurs pour une valeur cumulée d'ici la fin de l'année, ça va être à peu près 600 millions de dinars. Alors rapidement, vous voyez la croissance. On est parti, enfin en 2005, après 10 années, on avait 13 antennes ou agences dans le Grand Tunis et 3 en dehors. Et aujourd'hui, on a 65 antennes, dont une dans chaque gouvernorat, y compris dans le cône sud. Oui, ça y est, c'est bon. Donc on a une présence dans tous les gouvernorats. Alors, nos produits financiers, ça veut dire le type de prêts que nous donnons, sont sont adaptés aux besoins des micro-entrepreneurs. Le 30% de ces 170 000 personnes ont une entreprise qui peut grandir, qui tient une comptabilité qui ressemble à une entreprise, n'est-ce pas, même si c'est micro. Et 70%, ce sont des activités génératrices de revenus, 50, 100, 150 dinars, qui contribuent aux revenus de la famille et qui n'ont même pas l'ambition de grandir particulièrement. Et puis, le troisième prêt de base, c'est Monson qui est pour les activités agricoles. Bien. Alors, on a 3 autres produits financiers. L'un, c'est Talim, principalement pour aider les gens à faire face aux dépenses de la rentrée scolaire. Et DA pour l'amélioration du logement. Il faudrait changer les 5 000, parce que maintenant, on limite ça à 2500 dinars, parce qu'on a trouvé qu'avec 5 000 qui pouvaient être obtenus en même temps que notre prêt,
on tendait à surendetter les gens et nous avons l'engagement d'éviter ce genre de choses. Et puis nous avons un fonds de prévoyance en cas de décès ou d'incapacité qui efface le prêt en cours pour que la famille n'hérite pas d'une dette juste après la mort de la personne. Alors, on propose ici des services non financiers, ça veut dire des formations, de l'appui à la commercialisation, l'éducation financière, comment faire un budget, comment épargner, comment négocier à la limite, etc. Et des séances d'information et de discussion. Actuellement, on nous a accusés de nous lancer dans la politique, c'est absolument faux. Nous faisons des sessions avec les micro-entrepreneurs sur les élections, la démocratie, le processus électoral, mais c'est totalement apolitique. C'est pour que les gens comprennent ce que c'est que des élections et pour essayer de convaincre les femmes surtout à voter. Parce que beaucoup de femmes disent « on ne comprend rien à tout ça, on ne va pas voter ». Et ça, c'est très grave. Ça, c'est les 2 minutes que j'ai eu au début. Bon, alors, la distribution de nos prêts par genre, c'est 70% de femmes, c'est une politique que nous avons. 30% rural, et c'est appelé à devenir la moitié d'ici 2015. 50% des gens ont un faible niveau scolaire. Le commerce et l'artisanat font à peu près un tiers des clients. La production de l'artisanat, 14-15. Et l'agriculture, élevage et agriculture, à peu près 20. Et puis, vous pouvez voir, comme je l'ai dit, les prêts sont des microcrédits. Et donc, il y a très peu de gens, 83% des prêts qui sont de 1000 dinars ou moins, et 2% seulement qui sont au-dessus de 2000 dinars. Alors, concernant la création d'emplois, les micro-entreprises ne créent pas beaucoup d'emplois. Il faut qu'on se le dise, et quand vous entendez quelqu'un dire le contraire, ils sont en train de déformer la réalité. D'accord? Alors, nous avons trouvé que même si quelques entreprises ont 20 employés, en fait, c'est un emploi salarié permanent pour 8 micro-entreprises.